Bonjour tout le monde, bonjour Uber8. Eh bien, on se revoit aujourd'hui dans notre dernière vidéo pour cette année. J'espère que l'année prochaine, nos cours se feront dans notre classe, intimement, face à face. Pour le moment, c'est notre dernière vidéo et ça va être expression écrite. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas exactement une expression écrite, on ne va pas produire un texte, mais nous allons faire des mots pour argumenter, c'est-à-dire nous allons apprendre quels mots nous permettent de faire une argumentation. Parce que l'argumentation, c'est quelque chose de basé sur la structure d'un texte avec des connecteurs, avec des mots pour exprimer son opinion. Donc tout ça, nous allons l'apprendre dans cette séquence vidéo. Ce que vous devez être capable de faire à la fin de cette séance, bien sûr, c'est vous allez savoir exprimer votre opinion avec des mots qui sont adéquats. Vous allez aussi savoir employer les connecteurs logiques parce que c'est très important pour exprimer les causes, les conséquences, pour exprimer l'opposition, etc. Donc nous avons des connecteurs logiques que vous devez utiliser et vous devez reconnaître le vocabulaire de la subjectivité. Quand on exprime son opinion, on est certainement subjectif. Certainement. Donc il y a certains vocabulaires qui expriment cette subjectivité. Bien sûr, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Là, ça va être, si vous voulez, la synthèse de tout ce thème. Et bien voilà, nous allons faire un petit texte d'observation. Et bien sûr, le texte, il est toujours le texte de Victor Hugo qu'on a déjà étudié, travaillé en long et en large. Et nous allons répondre à quelques questions à propos de ce texte qui sont en relation avec les objectifs de ma leçon. Alors, vous vous rappelez le texte, vous voulez savoir jusqu'où elle est la misère, voulez-vous des faits? Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, eh bien monsieur, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Voilà pourquoi je suis pénétrée, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent. Alors, nous allons répondre à la première question. Quel verbe et quel pronom montrent qu'il s'agit du point de vue personnel de Victor Hugo? Le pronom, bien sûr, c'est le pronom « je », bien sûr. Et tous les adjectifs possessifs qui sont en relation avec ce pronom, bien sûr. La première personne, qui indique la première personne. Alors, les mots, les verbes vont être surlignés en rose, si vous voulez. Je n'hésite pas, c'est le premier verbe. Je dis que, c'est l'opinion personnelle. Je dis que. Et il y a un troisième, je suis pénétré. Donc le pronom je avec ces verbes-là exprime l'opinion de l'énonciateur. Et ça montre que c'est le point de vue personnel de Victor Hugo. Quel autre verbe proposeriez-vous pour remplacer celui-là? Quel verbe on pourrait utiliser à la place de je n'hésite pas, ou bien je dis que, ou bien je suis pénétré, pour exprimer une opinion? Bien sûr, il y a le verbe penser, il y a le verbe affirmer, donc j'affirme que, je ne crains pas que, je pense que. Tout cela, ce sont des verbes qui permettent d'exprimer une opinion. Quel jugement l'énonciateur porte-t-il sur les faits dont il parle? Les faits, de quoi il parle? Il parle de la misère, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit à propos de cette misère? Comment il juge cette misère, cet état-là? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, d'abord, il est indigné. Il refuse catégoriquement la présence de la misère dans une société. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Quel adjectif il utilise pour montrer qu'il est indigné? Nous avons l'adjectif triste, nous avons l'adjectif pénétré. Donc, là, on comprend bien qu'il est indigné. Il refuse catégoriquement la présence de la misère dans la société. Quel autre adjectif on peut proposer? On pourrait dire il est horrifié, il est scandalisé, il est malheureux. Tous ces adjectifs-là pourraient montrer l'opinion de l'énonciateur ou bien l'état d'âme de l'énonciateur. Le sentiment, si vous voulez, de l'énonciateur.
Et puis, il a utilisé un connecteur logique. Quel est ce connecteur logique qui montre qu'il a exposé une série de preuves et d'arguments? Bien sûr, on l'a déjà travaillé. Nous avons dit que le connecteur logique, c'est « voilà pourquoi ». Donc, voilà pourquoi il a exposé toutes les preuves au début et à la fin, il dit « voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent ». C'est un connecteur logique. Et il introduit ici la conclusion à ce qu'il avait dit au début de son texte. Alors, de quoi j'ai besoin pour exprimer mon opinion d'après ce qu'on vient de voir ici? De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin, bien sûr, de verbes qui expriment l'opinion. Très bien. Donc, je dis que, je pense que, je n'hésite pas à citer. Ce sont des mots qui permettent à l'énonciateur d'exprimer son opinion. Dans un texte argumentatif, l'énonciateur marque sa présence. Ça va de soi. Un texte argumentatif, c'est l'énonciateur qui défend une opinion donnée, qui défend une cause donnée. Alors, il est obligé de... Pas il est obligé, mais c'est normal qu'il marque sa présence avec le pronom « je » ou bien avec le pronom « nous », bien sûr. Alors, nous avons besoin aussi d'adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs peuvent nous indiquer le jugement ou bien le sentiment de l'énonciateur envers ce qu'il est en train de dire. Et c'est très important aussi d'avoir des connecteurs. Eh bien, nous allons récapituler tout ça. D'abord, nous avons besoin des verbes. Les verbes d'opinion, comme penser, croire, avoir l'impression que. Les expressions telles que « à mon avis »,« selon moi »,« en ce qui me concerne »,« quant à moi », ce sont des expressions qui montrent que l'énonciateur est présent. Nous avons les verbes de volonté et de sentiment, vouloir, aimer, adorer, détester. Tout cela, ce sont des verbes qui existent dans un texte argumentatif, bien sûr. Ensuite, nous avons des noms et des adjectifs mélioratifs et péjoratifs. Que veut dire mélioratif? Ça vient de l'adjectif meilleur, donc ce qui améliore, ce qui rend meilleur, ce qui montre que c'est beau, que c'est positif, si vous voulez. Péjoratif, c'est tout à fait le contraire. Donc, ils traduisent les sentiments et le jugement de l'énonciateur. Nous avons les adverbes de certitude et d'incertitude et de jugement. L'énonciateur peut montrer qu'il est sûr de ce qu'il est en train de dire, peut exprimer un doute envers ce qu'il est en train de dire, et peut exprimer aussi un jugement. Donc, certainement, malheureusement, sans doute, probablement, tout cela, ce sont des adverbes que l'énonciateur pourrait utiliser. Les connecteurs, c'est une partie qui est très importante. Elle est essentielle dans le texte argumentatif parce qu'elle permet d'exprimer des rapports logiques et d'organiser l'argumentation. Parmi les connecteurs, nous avons les connecteurs de cause, parce que, puisque, car, en effet, etc. Nous avons des connecteurs de conséquence, c'est pourquoi, celui que Victor Hugo a utilisé, par conséquent, donc, et bien sûr, je cite des exemples, il y en a beaucoup. L'opposition, mais, cependant, toutefois, par contre, quand l'énonciateur s'oppose à une idée, il doit utiliser un connecteur d'opposition. Alors, nous avons aussi l'ordre des arguments. Nous avons des connecteurs qui permettent d'ordonner ou bien d'organiser les arguments. D'abord, ensuite, puis, enfin, d'une part, d'autre part, premièrement, deuxièmement. Ce sont des mots qui permettent d'organiser les arguments. Nous avons aussi certains types de phrases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire certains types de phrases? Vous vous rappelez, c'est quoi les types de phrases? Les types de phrases, vous avez la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase injonctive. Alors, nous avons vu dans le texte de Victor Hugo la phrase interrogative rhétorique. Qu'est-ce que ça veut dire une interrogation rhétorique? C'est l'interrogation qui n'a pas de réponse, dont l'énonciateur connaît déjà la réponse et tout le monde connaît la réponse, on n'a pas besoin de répondre à cette question. C'est une interrogation rhétorique. Eh bien, l'énonciateur, il la pose pour exprimer un sentiment ou bien pour exprimer un jugement. Et vous avez bien sûr la phrase exclamative. Donc, nous avons des phrases, je ne dis pas toutes les phrases interrogatives sont des indices du texte argumentatif, non, je ne dis pas ça. Je dis que certaines phrases interrogatives, surtout la phrase interrogative rhétorique, c'est-à-dire
que l'énonciateur utilise pour exprimer une opinion, pour exprimer un jugement, pour exprimer un sentiment. Quand je dis par exemple à un élève « Tu n'as pas encore fini de bavarder ?» C'est une question, mais est-ce que j'attends qu'il me dise « Oui, j'ai fini » ou bien « Non, je ne finis pas ?» C'est une interrogation que je pose dans le but d'attirer son attention qu'il faut qu'il arrête de bavarder. Donc, les interrogations, je ne parle pas de toutes les interrogations, je parle de l'interrogation rhétorique qui exprime un sentiment, qui transmet une opinion. Donc, c'est pourquoi on a dit certains types de phrases. C'est la même chose pour la phrase injonctive et la phrase déclarative, mais c'est rare d'utiliser ce type de phrase pour exprimer des sentiments. Nous allons faire une petite application. Alors, dans les énoncés suivants, relevez les procédés qui permettent à l'énonciateur d'exprimer son opinion. Nous avons trois extraits. Alors, je n'ai pas choisi tous les extraits argumentatifs. J'ai choisi des extraits un peu descriptifs. Pourquoi? Parce que dans la description, elle peut être subjective, comme vous le savez. Et la description subjective, l'énonciateur exprime son opinion, exprime ses sentiments envers ce qu'il voit. Donc, les mots qui permettent d'exprimer les sentiments et les jugements ne se trouvent pas seulement dans un texte argumentatif, ils peuvent se trouver dans un texte descriptif, bien sûr. Et on sait très bien que la description subjective, c'est l'opinion de l'énonciateur, se fait selon l'opinion de l'énonciateur. Alors, nous avons le premier texte. Partir à pied quand le soleil se lève et marcher dans la rosée le long des champs, au bord de la mer calme, quelle ivresse! Nous avons ici l'opinion de l'énonciateur à propos de quoi dans ce texte-là, dans cet extrait, dans cette phrase. À propos de quoi? C'est à propos de la marche à pied. Il dit partir à pied. Quand partir à pied? Quand le soleil se lève. Et marcher dans la rosée c'est les gouttes d'eau qu'on trouve sur les plantes le matin quand on se réveille. On les appelle les gouttes de rosée, c'est la rosée. Au bord de la mer calme, quelle ivresse! Que pense l'énonciateur de la marche à pied le matin quand le soleil se lève? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est une ivresse. Que veut dire ivre? Eh bien, ivre, c'est la personne qui perd sa conscience à cause de l'alcool, parce qu'elle a bu trop d'alcool. Mais là, ce n'est pas à cause de l'alcool, c'est à cause de la beauté de cette nature quand il fait cette marche à pied. Donc, quelle ivresse? C'est la phrase exclamative ici, c'est le mot ivresse qui exprime l'opinion de l'énonciateur. À propos de quoi? À propos de la marche à pied, à propos de la promenade à pied le matin dans la rosée. Le deuxième texte, vous avez « De charmants tisserands jaunes et rouges voltigent comme des papillons parmi les grandes herbes. Un joli héron qui est d'un teint jaune au repos et d'un blanc pur au vol, prend son essor, rase l'herbe verte et va se percher sur le dos d'un éléphant. Des légions de canards méditent paisiblement au bord des lagunes. » Qu'est-ce qu'on trouve ici dans cette phrase, dans ce petit passage? C'est un passage descriptif. Là, c'est l'énonciateur qui décrit quelque chose qu'il voit, une nature qu'il voit. Donc, de charmant tisserand. Charmant, déjà, c'est un adjectif mélioratif. Charmant, ça veut dire de beau tisserand. Jaune et rouge, voltige comme des papillons. Ici, vous avez comme des papillons, c'est la comparaison, comme des papillons parmi les grandes herbes. Un joli héron, vous avez le mot joli, l'adjectif mélioratif, joli, qui est d'un teint jaune au repos et d'un blanc pur. Il n'est pas de couleur blanche seulement, il est d'un blanc pur. Donc c'est un adjectif mélioratif aussi. Au vol, prend son essor, rase l'herbe verte et va se percher sur le dos d'un éléphant. Des légions de canards méditent. Que veut dire méditer? Faire de la méditation. Alors ici, qui fait cette méditation? Ce sont les canards, c'est la personnification. Le verbe méditer ici, c'est un verbe mélioratif. C'est une personnification qui est utilisée pour parler des canards. Médite paisiblement. Vous avez l'adverbe paisiblement. C'est un adverbe qui exprime un jugement au bord des lagunes. Alors, qu'expriment ces adjectifs mélioratifs que l'énonciateur a
employé? Quel sentiment il pourrait refléter? Bien sûr, c'est un sentiment de calme, de sérénité. Ce que voit l'énonciateur ici lui plaît. C'est pourquoi il a utilisé des adjectifs mélioratifs, des adverbes mélioratifs pour les exprimer. Donc, dans les deux textes, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la phrase exclamative dans le premier texte, nous avons le vocabulaire mélioratif employé dans le deuxième texte. Et pourquoi j'ai dit vocabulaire et non pas adjectif qualificatif? Parce que nous avons des adverbes, nous avons des groupes nominaux qui peuvent être mélioratifs et nous avons aussi des adjectifs qualificatifs. Donc, je ne peux pas dire les adjectifs parce qu'on n'a pas seulement des adjectifs. Nous allons terminer cette application avec un petit texte, un petit extrait d'un texte de Victor Hugo. Alors là, il va parler de l'enfance dans ce texte-là. Aidons le progrès par l'assistance à l'enfance. Assistons l'enfant par tous les moyens, par la bonne nourriture et par le bon enseignement. L'assistance à l'enfant doit être dans nos temps troublés une de nos principales préoccupations. L'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi? Savez-vous son vrai nom? L'enfant s'appelle l'avenir. Alors là, c'est à propos de l'enfant. Quels sont les mots ici qui permettent d'exprimer l'opinion, qui permettent à Victor Hugo d'exprimer son opinion et de marquer sa présence? Bien sûr, nous avons l'emploi de la première personne, mais là c'est du pluriel, pas du singulier. Donc vous avez aidant, par exemple. Aidons le progrès. Assistant l'enfant. Ce sont des verbes à la première personne du pluriel, c'est-à-dire lui et ceux qui sont en train de l'écouter doivent assister l'enfant, doivent aider le progrès. Et comment se fait le progrès? C'est en assistant l'enfant. Par la bonne nourriture et par le bon enseignement, dans nos temps troublés. Alors, dans le temps où il parle, c'est-à-dire le temps de l'énonciation, le temps où il a énoncé ce discours en 1869, il parle des temps troublés. C'est un adjectif qui marque cette période de temps, troublé, et c'est un adjectif qui est péjoratif. Une de nos principales préoccupations. Donc, nos principales préoccupations, nos, d'abord, ça marque la présence de l'énonciateur. Principale, c'est-à-dire la plus importante des préoccupations. C'est quoi? C'est d'assister l'enfant. L'enfant doit être notre souci. C'est-à-dire, le seul souci qu'on doit avoir, c'est l'enfant. L'enfant doit être notre souci. Vous avez ici le verbe devoir, qui est un verbe d'obligation, et nous avons notre souci. Savez-vous pourquoi? Là, est-ce que c'est une interrogation rhétorique ici? Bien sûr que non. Il a donné la réponse juste après. Savez-vous son vrai nom? C'est encore une question, mais elle n'est pas rhétorique parce qu'il a donné la réponse. Savez-vous son vrai nom? Alors, quel est le vrai nom de l'enfant? L'enfant s'appelle l'avenir. Alors là, c'est la conclusion. Pourquoi il faut s'occuper de l'enfant? Parce que l'enfant, c'est lui l'avenir. L'enfant, c'est lui qui représente l'avenir. Donc, vous voyez ici, dans le texte de Victor Hugo, qu'est-ce qui nous a permis de savoir qu'il exprime son opinion? Nous avons les verbes à la première personne, et ici c'est au pluriel, pas au singulier. Vous avez les l'adjectif péjoratif qu'il a utilisé pour décrire la période dans laquelle ils vivent. Il a dit « nos temps troublés ». Et vous avez aussi les adjectifs qu'il utilise pour parler de s'occuper de l'enfant. Nos principales, notre souci, pour marquer l'importance de l'assistance à l'enfant. Donc, avec ce texte de Victor Hugo, avec cet extrait de Victor Hugo, nous avons terminé cette application. L'application suivante va porter sur les connecteurs. Voilà l'application en relation avec les connecteurs. Alors, dans l'énoncé suivant, relevez les connecteurs et précisez le rapport de sens qu'ils expriment. Nous avons l'énoncé, c'est un dialogue entre le père et son fils, à cause des notes. Alors, nous allons voir les connecteurs, que font-ils dans un discours argumentatif. Le père, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as un 5 en maths?
C'est parce que le prof a mal expliqué. Et comment ça se fait que tu aies aussi un 4 en chimie? C'est parce que la prof est nulle. Benjamin, soudain tous les profs sont mauvais? Sous prétexte que c'est la faute de tes profs, tu n'étudies pas? Si tu as de mauvaises notes, c'est parce que tu n'es pas sérieux. C'est tout. Tu es paresseux, voilà pourquoi tu ne réussis pas. Toutefois, je suis certain que tes profs font leur travail consciencieusement. Tu as de très mauvaises notes dans toutes les matières. Pourtant, tu es très intelligent et tu es dans une très bonne école, mon garçon. Alors, l'enfant ici, il essaye de montrer à son père pourquoi il n'a pas réussi en maths et en chimie. Et le père essaie de lui montrer que c'est à cause de sa paresse qu'il ne réussit pas. Voyons les connecteurs que les deux utilisent pour exprimer un rapport de sens. Quels sont les connecteurs qu'ils utilisent? Après la question du père, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu as un 5 en maths? Le mot pourquoi doit demander une cause. Pourquoi? C'est la cause. Alors, où est le connecteur ici qui va exprimer la cause? C'est parce que le prof a mal expliqué. Donc, parce que c'est un connecteur de cause. Et comment ça se fait que tu aies aussi un 4 en chimie? C'est parce que la prof est nulle. Alors, vous avez ici les connecteurs de cause que l'enfant utilise. C'est toujours la faute des profs. Le père. Benjamin, soudain, tous tes profs sont mauvais? Qu'est-ce que c'est que cette question? Comment on l'a appelée? Bon, ça n'a rien à voir avec les connecteurs. Avec les connecteurs, c'est juste un rappel. Comment on a appelé ce genre de question? Est-ce qu'elle attend une réponse de l'enfant? Oui, tous mes profs sont mauvais ou bien non? Bien sûr, c'est une question rhétorique. Le père connaît très bien la réponse à cette question et l'enfant aussi. Sous prétexte que c'est la faute de tes profs, tu n'étudies pas. Où est le connecteur dans cette phrase? Tu n'étudies pas sous prétexte que c'est la faute de tes profs. Sous prétexte, c'est le connecteur. C'est un connecteur de cause. Et le prétexte, c'est une cause qui n'est pas valable. Si tu as de mauvaises notes, c'est parce que tu n'es pas sérieux. Parce que, c'est encore un connecteur de cause. Tu es paresseux, voilà pourquoi tu ne réussis pas. Voilà pourquoi, c'est un connecteur de conséquence. Toutefois, je suis certain que tes profs font leur travail consciencieusement. Toutefois, c'est un connecteur d'opposition. C'est comme pourtant, je sais je suis certain que tes profs, ou bien mais je suis certain que tes profs. C'est un connecteur d'opposition. Tu as de très mauvaises notes dans toutes les matières. Pourtant, tu es très intelligent. Le pourtant, qu'est-ce qu'il exprime ici? C'est une opposition. C'est un connecteur d'opposition. Tu es très intelligent et tu es dans une très bonne école. Nous avons ici deux oppositions qui sont connectées par et. C'est un connecteur d'addition. Il ajoute la deuxième opposition. C'est-à-dire, pourtant tu es intelligent, pourtant tu es dans une très bonne école. Nous avons deux oppositions qui sont coordonnées par et. Alors, ça c'est un discours argumentatif, mais oral. L'enfant, il argumente, il essaie de convaincre son père pourquoi il a de mauvaises notes, et le père, il essaie de convaincre son fils que la cause de ses mauvaises notes ne sont pas les profs, c'est son travail, c'est sa paresse. Alors voilà les connecteurs dans cet exercice. Voilà la dernière activité, toujours dans le même exercice, dans la même application, avec les connecteurs. Ne sous-estimez jamais une femme parce qu'elle est plus forte que vous ne le pensez. Alors là, nous avons parce que qui est un connecteur de cause. Sa fragilité, sa douceur, sa tendresse forment une armure contre la violence de l'homme. Je vois que sa présence est plus importante que l'homme. D'une part, c'est un connecteur, c'est un organisateur du texte argumentatif. Il introduit le premier argument. D'une part, elle prépare l'homme de l'avenir, donc c'est un connecteur de conséquences. Elle détient notre avenir. D'autre part,
c'est le connecteur organisateur qui va introduire le deuxième argument. Elle a le courage et la volonté de faire des milliers de tâches sans se plaindre. Elle s'occupe de ses enfants, fait la vaisselle, la lessive, le ménage, les courses. Elle prépare les repas, aide les enfants dans leurs devoirs. Par conséquent, c'est la conséquence, si vous voulez, c'est la conclusion. Il n'y a pas de vie sans sa présence. Donc, que font les connecteurs ici? D'une part, d'autre part, par conséquent, ce sont des connecteurs organisateurs qui organisent l'argumentation. Parce que, et donc, ce sont des connecteurs logiques qui introduisent une cause et une conséquence. Donc, vous voyez l'importance des connecteurs dans un texte argumentatif ou bien dans n'importe quel texte. Les connecteurs sont très importants. Ils permettent de mettre en ordre les idées et d'assurer la cohérence de votre texte. Eh bien, avec cette leçon, nous avons terminé cette année. Nous avons terminé le thème 6. Tout ce qu'on doit faire pendant cette année, nous l'avons fait. Nous n'avons raté aucun objectif. Nous avons réussi à terminer tous les objectifs de nos livres, de notre programme. Alors, j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. J'espère que l'année prochaine sera meilleure que cette année-là, on se reverra face à face dans notre classe. Et j'espère vous revoir très très bientôt. Bien sûr dans des conditions meilleures que celles de cette année. À bientôt, à l'année prochaine. Portez-vous bien et passez de très bonnes vacances. Je vous adore.